Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer notre conférence. Donc on va vous présenter aujourd'hui les différents leviers d'influence et de persuasion que vous pourrez retrouver dans le e-commerce. Alors on va se présenter d'abord. Donc moi je suis Quentin Ledoux, je suis psychologue, ergonome et UX designer et co-référent ici avec Pierre Minelli du parcours UX design à l'école multimédia. Et donc moi aussi, psychologue, ergonome et UX designer. On est tous les deux psychologues social de formation. Alors du coup on va vous présenter rapidement ce qu'on va faire ce matin. Donc on va vous expliquer un petit peu à quoi correspond la manipulation, en fait comment manipuler ses clients, pourquoi, quels sont les quelques stats de base, une brève histoire de la manipulation, savoir d'où ça vient, comment quelques théories on peut caler dessus, et derrière on va vous présenter en fait différentes manières que vous avez ressenties au quotidien d'être influencé sur les sites de e-commerce, quelles théories se cachent derrière. Et on finira par l'éthique dans tout ça, parce que quand on parle de manipulation, de persuasion, c'est toujours à double tranchant. Donc on va essayer de comprendre quelle est la limite à ne pas dépasser et quelle est la limite à se permettre. Et on vous offrira une petite bibliographie pour essayer d'aller plus loin si le sujet vous intéresse. Alors commençons par pourquoi manipuler les clients. Donc on va vous présenter 3 chiffres. Le premier, c'est que 70% des clients abandonnent leur achat en raison d'une mauvaise expérience utilisateur. Donc là, on est vraiment dans le principe de l'influence sur le web, dans l'influence dans le e-commerce et dans tout ce qu'on appelle le persuasive design en UX design. Donc en design d'expérience utilisateur, on va essayer de proposer des expériences persuasives. Deuxième stat, 86% des acheteurs sont même prêts à payer plus pour une meilleure expérience utilisateur. Et 89% des consommateurs deviennent clients d'une marque concurrente suite à une mauvaise expérience client. Donc on voit tout l'intérêt ici de se pencher sur la question de l'influence dans le e-commerce, notamment pour proposer une expérience enrichissante et satisfaisante pour les clients. Alors, sans transition, une brève histoire de la manipulation. Alors la manipulation, on peut essayer de remonter ses sources, on pourrait aller remonter vraiment très très loin, mais les premières grandes manipulations qu'on peut noter donc, ont eu lieu lors de la Première Guerre mondiale avec la propagande. Dès que la propagande est arrivée, de nombreuses affiches sont sorties qui vantaient les mérites de chacun des pays en essayant de décrire le pays adverse comme un pays oppresseur et un pays qui du coup devait être combattu. Donc on voit par exemple ces 3 exemples avec les États-Unis, que vous connaissez bien, le I want you for US Army, en Angleterre avec Papa qu'est-ce que t'as fait pendant la Première Guerre mondiale, et du coup voilà ces exemples qui sont dans un camp, donc des exemples que vous connaissez très bien. Et si on passe au slide après, des exemples du coup qui ont été effectués sur le camp adverse, bien sûr, en Russie et en Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, où là on était aussi sur des dessins satiriques, sur de la propagande du même style, qui était répandue à grande ampleur pour vraiment que tous les citoyens puissent réfléchir d'une seule et même façon, de la façon dont la hiérarchie supérieure réfléchissait, quel que soit le pays. Et donc de là en fait est arrivé très rapidement les premières publicités modernes, on va dire, qui sont apparus. Donc la première de toutes les publicités est apparue dans le Pèlerin. C'est un magazine qui existe encore de nos jours, qui est un magazine religieux, où du coup ils vantaient les mérites du petit écho de la mode. Donc avec cette publicité qui est l'une des toutes premières publicités. Et du coup dans le petit écho de la mode on a retrouvé énormément c'est un des premiers magazines à avoir réfléchi de cette manière-là pour effectuer les publicités. On peut le voir sur le slide après. Ils ont commencé à diffuser massivement les publicités de grands magasins français. Donc c'était une revue qui était à l'attention des femmes, donc voilà, pour avoir une belle chevelure ou alors des corsets. Et donc ça c'est vraiment les premières publicités qu'on peut retrouver où on pouvait avoir un effet de manipulation qui pouvait être enclenché. Donc voilà, on est vraiment sur les prémices de ce qu'a été le commerce publicitaire. Et tout ça pour répondre à différents besoins. Voilà, alors effectivement, quand on veut faire un achat sur un site de e-commerce, on veut toujours répondre à un besoin. Donc les besoins sont multiples, on ne va pas s'étendre là-dessus plus longtemps, mais effectivement, il faut bien que vous gardiez en tête pour cette présentation qu'on a toujours un besoin à accomplir lorsqu'on va sur un site e-commerce. La deuxième chose, c'est qu'il faut choisir.
Finalement, on va arriver sur un site e-commerce pour répondre à notre besoin et il va falloir faire un choix sur quel est le produit que l'on va acheter qui va le mieux répondre à notre besoin. Il est quand même assez rare d'avoir le produit qui va parfaitement répondre à notre besoin, donc il va falloir choisir celui qui va le mieux répondre. Et donc choisir, c'est renoncer. Alors, par exemple, on va vous donner un exemple de ce principe-là. Concernant le choix de participer au Lab Day numéro 3 sur la blockchain, ici à l'école multimédia qui aura lieu le 6 avril. Donc on peut se poser la question, pour savoir si on va y aller, de quoi va parler cette conférence? Est-ce que si je veux savoir, si ça m'intéresse, je vais me poser la question. Et donc pour rationaliser mon comportement, je vais chercher et je dois trouver une définition de la blockchain. Alors première définition que je trouve, c'est une métaphore. Donc la blockchain est un grand livre de comptes consultable par tous et qui permet d'inscrire de manière sécurisée des transactions entre personnes, et cela sans intermédiaire centralisateur. Donc cette définition simple, relativement simple, est une première définition de la blockchain. Voyons maintenant une définition plus rationnelle et donc plus précise. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. C'est donc une base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs sont vérifiées et groupées à intervalles de temps réguliers en blocs, liées et sécurisées grâce à l'utilisation de l'algorithme de cryptographie SHA-256 et formant ainsi une chaîne infalsifiable et publique. Normalement, là, on vous a à peu près perdu. Voilà. Ah bon. Donc on va pouvoir se rendre compte à travers cet exemple que finalement, si on veut savoir si la blockchain nous intéresse, on va surtout se focaliser sur la première définition, celle qui est la plus simple à comprendre, puisque nous ne sommes pas tous des experts du domaine ou de l'informatique en général, ou des passionnés d'informatique. Du coup, on va se focaliser sur cette définition qui est quelque peu inexacte, qui n'est pas en tout cas tout à fait exacte, pour prendre la décision, pour faire le choix d'aller voir ou pas cette conférence. Donc à vous de voir ensuite si vous irez ou pas, mais l'idée, c'est de se dire qu'on ne se focalise pas toujours sur la définition la plus exacte, sur la définition la plus rationnelle, sur la description la plus rationnelle d'un produit, pour faire le choix d'aller le voir ou non. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment garder en tête sur le reste de la conférence quand on va vous présenter des différents exemples de manipulation. Pensez vraiment toujours avec quel est le besoin. Le besoin, il est là, il est présent toujours. Et il y a un besoin, on doit rationaliser derrière. Donc vraiment, il y a ces doubles tranchants et vous allez voir, vous allez pouvoir interpréter les différents exemples d'une manière assez limpide. Voilà. Et vous avez tout à fait conscience que la deuxième définition est très compliquée et que la première, finalement, même si elle est un peu biaisée, elle vous suffit pour comprendre ce que c'est que la blockchain et du coup aller comprendre. Donc en fait, vous êtes conscient que vous n'avez pas une rationalité totale, mais vous voulez toujours être le plus rationnel possible. Pour cela, vous allez justifier nos choix. Nous justifions nos choix à longueur de journée pour nous convaincre, nous persuader nous-mêmes que les choix que nous faisons sont rationnels. Du coup, on va chercher à trouver des réponses rationnelles. Okay. On va chercher à trouver des réponses rationnelles à ces deux questions. La première, c'est pourquoi devrais-je lui faire confiance? Donc là, le lui, ça va être un site e-commerce. On va rester dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et pourquoi devrais-je continuer à lui faire confiance en deuxième question? Et c'est effectivement en justifiant ses choix que le consommateur va s'auto-persuader. C'est-à-dire que finalement, ce ne sont pas les sites e-commerce qui vous persuadent, vous vous persuadez vous-même et ils vous aident à le faire. Alors maintenant, du coup, on va passer sur des différents exemples de manipulation que vous avez pu voir au quotidien, qui sont faits par des grands groupes comme des petits groupes. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière une fois qu'on va vous dévoiler les différentes techniques qui sont utilisées. Oui. Après les slides, on vous les donnera. Et vraiment, ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est sur chaque site de e-commerce, ils ont toujours une double intention. Toujours, ils cherchent à vous engager et ils cherchent à vous fidéliser. Vous pouvez dénoter un type d'engagement qui arrivera après une fidélisation, une fois que vraiment qu'on a capitalisé l'utilisateur. Mais vraiment, c'est les deux objectifs principaux. Et de là, on va employer des techniques de manipulation qui sont juste pour accompagner l'utilisateur vers plus d'engagement, vers plus de fidélisation. Donc, quelques exemples d'abord, des exemples pour influencer, pour engager. Alors, première justification qui nous arrive tous de nous dire au quotidien, c'est « il me semble sympathique, donc je peux leur faire confiance ». C'est par exemple le cas lorsque des entreprises, des sites e-commerce
nous montrent l'altruisme qui est le leur, c'est-à-dire leurs valeurs, leurs grandes valeurs, qui sont des valeurs pour lesquelles nous avons un sentiment positif. Par exemple ici là, donc c'est les Artisans du Monde, c'est un site d'e-commerce, de commerce équitable, et là c'est juste l'une des citations qui sont mises en avant, on va dire, sur leur page d'accueil, qui est remplie en fait de ces valeurs-là, pour comprendre quelles sont leurs valeurs, pourquoi les accompagner, pourquoi les suivre, pourquoi se lancer avec eux dans cette révolution, avant même de vous faire comprendre que leurs produits sont au rabais, ou leurs produits sont plus intéressants s'ils sont achetés par 5. C'est vraiment leur logique d'accroche qui va du coup vous permettre de vous engager beaucoup plus simplement, parce que du coup vous allez rentrer dans leur philosophie, rentrer dans leur manière de penser et les suivre vers cette démarche qui au final c'était juste un achat d'un sachet de riz, et au final s'est transformé en démarche beaucoup plus forte. Exactement la même chose avec Yves Rocher, qui au lieu de mettre en avant le sempiternel, vous êtes garanti pour 30 jours, vous êtes livré sous 2 jours, vous allez pouvoir du coup bénéficier d'une valeur supplémentaire sur votre produit, ils préfèrent mettre en avant le moyen et les méthodes de fabrication qu'ils utilisent. Donc là on voit que voilà, leurs produits sont 100% végétaux, qu'ils utilisent du papier, et du coup ils essayent de sauver les forêts et d'économiser notre planète, et c'est des choses qui pour vous vont porter intérêt. Et pourquoi j'ai plutôt utilisé telle marque ou telle marque, c'est pas parce qu'il y a le E156 qui est beaucoup plus intéressant, non, c'est parce qu'il y a ces valeurs là qui sont les miennes, et le site ne s'est pas dit je vais mettre en avant ces valeurs là parce que c'est des valeurs qu'on a. Non, ils ont plutôt cherché quelles sont les valeurs qui vous intéressent en tant qu'utilisateur et qui devraient être mises en avant. Et donc du coup là, c'est sûr qu'on va réussir à accrocher la majorité des personnes qui sont intéressées par cette marque-là et commencer à les engager dans un cycle qui permettra d'arriver sûrement à la fidélisation rapidement. Alors, deuxième justification, si un expert le dit, je peux lui faire confiance. Classique. Alors par exemple sur le site Weight Watchers, vous avez en page d'accueil directement 2 labels qui vous indiquent que des experts attestent à l'efficacité du programme de minceur de Weight Watchers. Donc ça c'est aussi un signe qui va vous permettre de justifier votre choix si vous choisissez Weight Watchers. Un autre exemple que vous devez connaître très très bien. Vous avez dû le voir à la télé 50 000 fois, donc Oral-B, donc c'est un dentifrice qui est validé par les experts. Vous aviez cette experte-là qui a un peu fait le buzz parce qu'elle a fait une tête assez bizarre. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que le produit est recommandé. Il est recommandé par des experts scientifiques, pseudo-scientifiques, attention, c'est souvent des acteurs, mais il est aussi recommandé par une personnalité. Une personnalité dont vous faites confiance. Vous n'avez peut-être pas un lien très proche avec cette personne-là parce que vous ne la connaissez pas très bien et vous n'avez pas forcément vu ses émissions. Pourtant, vous allez le fait de voir cette publicité à répétition et d'avoir cet acteur et de savoir que c'est un acteur, vous allez commencer à lui faire confiance. Et c'est pour ça que des grandes marques utilisent des personnalités pour être leur porte-étendard, parce que vous leur faites confiance en tant qu'acteur, en tant que musicien. Donc du coup, pourquoi pas leur faire confiance quand ils vous vendent un dentifrice ? Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Nous pensons tous de brosser les dents correctement, et pourtant des études prouvent le contraire. Vous sortez de chez le dentiste, alors Il me dit que je me brosse les dents sans doute trop rapidement, pas avec le bon geste et que j'appuie trop fort. savez-vous que la brosse à dents électrique, avec sa tête ronde, permet un brossage efficace comme les dentistes le recommandent? Regardez. Grâce à sa tête ronde unique, la brosse à dents électrique Oral-B épouse parfaitement la forme des dents et élimine jusqu'à 100% de plaques en plus. Elle contrôle le temps de brossage et la pression de la brosse. Pas étonnant que les dentistes la recommandent. C'est pour ça qu'Oral-B est la marque de brosse à dents la plus utilisée par les dentistes eux-mêmes en France. Gardez bien en tête les codes que vous venez de voir, les codes de cette publicité qui sont au final assez classiques. Et voici comment on peut la détourner. Le goût du Whopper grillé à la flamme est si unique que certains sont prêts à tout pour le garder en bouche plus longtemps. Moi, pour garder le goût du Whopper, ça fait 17 jours que je me suis pas brossé les dents. C'est efficace. Mais ma femme m'a quitté. Je te quitte. Pas de panique, Burger King a la solution. Utilisez Whopper Toothpaste, le seul dentifrice fraîcheur Whopper. Et ça marche? Et oui, regardez. Ces microgranules grillés à la flamme et ces agents actifs ultra frais enrichis en graines de sésamium agissent directement sur l'appareil bucco-dentaire. Dès la première utilisation, ils vous procurent un goût de Whopper encore plus frais et qui dure plus longtemps.
son efficacité est immédiate. Ça sent bon le Whopper ici. Tu t'es brossé les dents? Whopper Toothpaste. Le goût du Whopper, toujours en bouche. Contient du Whopper, pas avant 15 h. Demandez conseil à votre restaurant. Donc voilà les codes qui ont été très facilement détournés, où au final c'est donc une publicité, bien sûr ce produit n'existe pas. Mais du coup voilà cette figure d'autorité qui vous a permis en fait de faire confiance en ce produit-là. Bon là vous avez compris qu'il ne faut pas faire confiance parce que du coup ça serait complètement stupide. Mais voilà la figure d'autorité qui est très forte. Ok, une troisième justification. Donc avec un tel cadeau, je me sens redevable. C'est par exemple le cas lorsqu'un site internet vous propose de télécharger un e-book gratuit, mais qui finalement n'est pas tout à fait gratuit, puisque au moment où vous allez le télécharger, ils vont vous demander de faire une action pour eux. C'est-à-dire, ils vont augmenter le coût de l'e-book. En fait, je suis déjà engagé pour récupérer mon e-book gratuit, et au moment où j'ai l'impression que je vais avoir mon e-book gratuit, on me dit que non, finalement, il va être payant, il va y avoir une sorte de rétribution. Mais en fait, je suis déjà engagé, je suis déjà tellement heureux qu'on m'ait fait un cadeau, que je vais moi-même plus naturellement accepter cette demande en retour de faire par exemple un tweet. C'est-à-dire que si la marque ne m'avait pas d'abord offert un e-book gratuit, je n'aurais pas forcément accepté de faire un tweet pour eux. Mais là oui. Autre exemple ? Ouais, alors ça par exemple c'est une application qui vous permet d'avoir un forfait de téléphone gratuit. Et donc du coup l'objectif c'est télécharger l'application, vous supprimez votre forfait de téléphone, par contre on vous demande des contreparties pour en gros augmenter votre... alors là c'est des éclairs. Plus vous avez d'éclairs, plus vous allez pouvoir envoyer des SMS, des MMS, avoir des données et téléphoner. Et donc du coup on vous demande des contreparties pour effectuer une accumulation d'éclairs. Donc voilà 4 éclairs pour regarder une vidéo et par contre 476 éclairs si vous téléchargez une application de jeu et que vous effectuez le didacticiel. Ça va être moins si vous allez télécharger une autre application. Et donc du coup ces contreparties, vous les trouvez satisfaisantes parce que du coup ils vous font économiser quand même énormément d'argent. Donc vous allez accepter d'effectuer ces contreparties. Une autre justification, si tous ces gens leur font confiance, c'est pour une bonne raison. Donc je peux moi aussi leur faire confiance. Le monde attire le monde. Donc effectivement on voit là sur la page du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, les avis, donc c'est la page Amazon, les avis, les évaluations, on voit qu'il y a 178 commentaires clients, que c'est le numéro 1 des ventes et qu'il y a une note de 4,5 sur 5. Donc tout ça va nous donner l'idée, va nous suggérer qu'effectivement beaucoup de monde a déjà acheté et apprécié ce produit. Et du coup, si tout le monde achète ce produit, c'est que les gens ne font pas ça par hasard. Je peux m'y conformer. Alors ça du coup c'est quelque chose que vous revoyez au quotidien sur les sites d'e-commerce et qui fonctionne et qui a fait son travail. C'est du coup la notation, donc notation produit, qui est assez classique avec un ranking en niveau d'étoiles que vous pouvez aussi avoir de manière décomposée qui marche très très bien avec différentes valeurs du produit. Est-ce que le produit du coup est solide, résistant, est-ce qu'il est fiable, des choses comme ça. Et un autre aspect, alors là du coup qui est un tout petit peu plus ambigu et donc c'est avec Trustpilot, il y en a beaucoup d'autres qui existent où là il y a des notations de sites directement et donc du coup alors soit vous vous convainquez que ce site est intéressant parce qu'il a des bonnes notations, bien sûr ces notations on peut un peu leur dire ce qu'on veut, je vous mets juste un tout petit peu en garde par rapport à ça, c'est les e-commerçants choisissent un petit peu les notations qu'ils laissent sur leur site, donc du coup la note peut varier. Mais du coup des fois c'est un peu confusant parce que du coup on voit des étoiles, ok c'est une notation, je suis sur une page produit, pourquoi en fait je ne ferais pas le lien entre ces étoiles avec mon produit et pourquoi je ne ferais pas le lien entre ces étoiles avec le site de e-commerce. Donc du coup c'est un moyen assez détourné aussi de manipuler les gens en mettant en avant des bons scores et du coup ces personnes-là vont les assimiler à ce qu'eux ont envie d'assimiler. S'ils ont envie de l'assimiler au produit, ils l'assimilent au produit. S'ils ont envie de l'assimiler au e-commerçant, ils l'assimilent au e-commerçant. Tout le monde n'est pas aussi sensibilisé que nous, on va dire dans la salle, qui sommes un peu plus digital native en tout cas. Donc du coup, ayez conscience en ça. Comme par exemple sur Google, les gens ne savent pas que les annonces sont des annonces et ils pensent que c'est des premiers liens de recherche. Donc c'est un peu le même système. Alors une autre justification, une telle occasion, je ne peux pas la rater. Donc là, c'est un effet, c'est une influence qu'on va retrouver dans toutes les ventes flash.
Donc on voit ici sur cette vente flash Amazon, donc il y a non seulement une réduction du prix, mais aussi on voit qu'il y a eu, pour le cas de gauche, 21% des stocks déjà vendus et que la vente se termine dans 2 heures et 9 minutes. Et à droite, 79% déjà vendus et la vente se termine dans une petite demi-heure. Enfin, c'était juste un excellent exemple parce que du coup on ne savait pas combien de produits il existait. Il n'était pas dit qu'il restait 3 produits en stock. Et c'est assez intéressant en fait d'attirer les gens, on va dire, de cette manière-là. Un autre exemple avec vente privée. Donc ça c'est quelque chose où vous pouvez être confronté. Donc vous savez que un produit va être en réduction et vous savez jusqu'à quand. Et donc du coup maintenant c'est à vous de décider, est-ce que je dois attendre encore peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je sais que dans 12 heures ça sera fini. Du coup, vous allez anticiper votre achat, le planifier, le prévoir, et vous allez dans l'urgence, et le site va du coup aller vers ses objectifs de vente beaucoup plus simplement. Un exemple un tout petit peu plus poussé, donc là c'est toujours sur les ventes privées, donc c'est une autre manière de faire. Au lieu de se dire chaque vente a une date, du coup sur cette vente privée c'est juste chaque vente qui sera effectuée de cette manière-là, donc en one day, sera effectuée sur une journée. Donc là, l'urgence va être encore plus forte. Et vous savez du coup que tous les jours, vous avez la possibilité de retrouver une vente qui sera unique, qui disparaîtra à partir de demain. Ça va vous renforcer dans votre acte de visiter le site, de venir de manière récurrente, car vous savez que vous allez pouvoir profiter de ces offres réellement temporaires. Et donc là, réfléchissons sur les bases qu'on vous a dit au début. Vous avez un besoin, et ce besoin, vous allez devoir le rationaliser. Le besoin que vous avez, de base, c'est pas forcément d'acheter une montre. Mais vous arrivez et vous vous dites « Ah, ça pourrait peut-être être intéressant d'acheter une montre, parce qu'au final, elle sera sûrement moins chère. » Vous allez la rationaliser par le « il sera sûrement moins cher ». Et en fait, 2-3 éléments de rationalisation qui seront présents sur la page vous réduiront un petit peu votre... on parlera plus tard de dissonance cognitive, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de temps en fait pour faire cette vente-là. Et donc du coup, vous allez trouver énormément de micro-moyens de rationaliser que eux ont déjà réfléchi, parce que du coup, si ils ont mis en avant ces types de ventes, c'est qu'ils savent que vous n'allez pas attendre 3 jours ou 4 jours avant de revenir dans le site de Samsung pour aller chercher la montre. Non, c'est là que c'est intéressant de l'acheter, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Et il ne faut pas surtout partir de cette page-là. Parce qu'à partir du moment où vous allez essayer de faire des comparatifs, vous allez peut-être trouver que c'est moins cher ailleurs, ou qu'un produit est peut-être meilleur. Et donc là, du coup, vous allez rationaliser ça d'une manière totalement différente. Donc là, vraiment, on va essayer de vous accrocher, de vous capter, et de justifier votre acte d'achat le plus rapidement possible pour que votre rationalisation puisse se faire en un éclair, et que vous puissiez déclencher votre achat. Voilà, on va maintenant passer à des exemples de l'influence qui pousse à la fidélisation. Donc pour répondre à la deuxième question qu'on a vue tout à l'heure, c'est pourquoi devrais-je continuer à lui faire confiance? Donc je sens que je peux continuer à lui faire confiance, justement. Là, l'important dans la phrase, c'était le « je ». Parce que je vais choisir cette marque, donc Warby Parker, qui a la bonne idée, qui a une façon de faire, qui est originale, puisque pour choisir des lunettes, elle va me proposer de m'envoyer une boîte avec 5 échantillons gratuitement chez moi, que je pourrais renvoyer aussi gratuitement. Donc je pourrais récupérer les lunettes chez moi, les essayer, puis les renvoyer si elles ne me conviennent pas, ou en garder une paire et du coup la payer. Donc le premier, je sens que je peux continuer à lui faire confiance puisque je vais recevoir cette boîte d'échantillons. Et comme j'ai en fait déjà fait confiance finalement en acceptant qu'on m'envoie cette boîte de lunettes, et ben ça va me pousser finalement encore plus à aller jusqu'à acheter auprès de cette marque-là. Et juste ce qui est important de savoir aussi, c'est que là on est entré vraiment dans la deuxième étape, on est dans l'étape de fidélisation. C'est-à-dire l'engagement qui a été nécessaire pour arriver jusqu'au clic de commander cette boîte-là. C'est quelque chose qu'on ne vous a pas montré, mais du coup qui peut fonctionner de la même manière qui a été présenté avant pour du coup renforcer la rationalisation de se dire ok d'accord, je vais cliquer, je vais recevoir cette boîte-là. Et ensuite cette boîte-là a un enjeu de fidélisation qui est extrêmement fort comme vous l'avez compris et qui va permettre du coup de poursuivre et d'arriver sur un deuxième engagement qui va être l'engagement d'acheter cette paire de lunettes réellement, qui est le réel besoin que vous devez justifier dès le début. Deuxième exemple, celui de la communauté Nike+. Donc Nike+, c'est une application de running donc voilà, qui est payante, sur laquelle on peut du coup planifier différentes jogging, voir les scores de ses amis, on peut regarder la distance qu'on a fait, le parcours, donner une note
aux différentes phases de running. Donc aujourd'hui, j'étais plutôt fatigué, aujourd'hui ça s'est très bien passé, etc. Et donc on a tout un suivi sur notre running. Sauf qu'à partir du moment où on télécharge cette application, en fait on rentre dans la communauté des utilisateurs de Nike+, et notamment ici à Paris, près de la boutique Nike qui est près de la Sorbonne, on a 4 fois par semaine un groupe de coureurs qui se retrouvent devant la boutique pour aller faire tout un tour de Paris sur 10 km il me semble, et qui ont droit à des conseils gratuits des coachs Nike qui sont ici au premier plan avec les t-shirts NRC. Donc voilà, ici je vais télécharger cette application, je vais faire aussi un premier geste, je vais m'engager une première fois, et ensuite en fait Nike+ va me fidéliser en me faisant comprendre que je suis une part de cette communauté-là. Et du coup, si je suis une part de cette communauté-là et que je me retrouve devant la boutique Nike 4 fois par semaine pour aller courir, je ne vais pas aller courir avec une autre paire de chaussures que des Nike, évidemment. Alors quand je commence quelque chose, je dois le terminer. Donc ça, c'est quelque chose qui existe pas que dans le e-commerce. Donc là, vous pouvez le voir par exemple sur un profil LinkedIn. Quand vous avez commencé à compléter vos informations, vous savez que vous êtes à 90% de complétion d'informations. Ça m'intéresserait quand même d'arriver à 100%. C'est une envie qui me titille énormément. Et ça, cet aspect-là, le e-commerce l'a très bien compris et on a trouvé des manières de vous pousser dans ce besoin de complétion. Donc c'est quelque chose qui est très souvent utilisé quand vous utilisez des applications de fidélisation, ou alors que le e-commerce lui-même vous rétribue grâce à vos actions. Donc là typiquement ça va être à chaque fois que vous avez fait un achat. They're passionate. Oh, c'est pas obligé de mettre le son. They dream. They have soul. In a world of beeps and clicks, the best experiences are human. Reward your customers. Make them smile. Donc voilà, ça c'est une application qui est à destination de tous les e-commerçants, qui du coup va se greffer sur leur site, et à chaque fois que vous allez faire une action, donc vous allez vous inscrire, vous allez gagner des points, vous allez recommander un ami et le parrainer, vous allez gagner des points, vous allez faire un achat, vous allez gagner des points, vous allez faire un partage, vous allez gagner des points, et donc du coup tout ce système-là va vous engager à continuer à être avec la marque, parce qu'à partir du moment où vous avez commencé et que vous commencez à être rétribué de manière totalement gratuite par la marque, pourquoi arrêter ? Pourquoi arrêter ? J'ai déjà fait l'acte d'être engagé, là cette fidélisation se passe très bien, moi je fais pas grand chose de plus que sur les autres sites et en plus je suis gagnant, pourquoi arrêter ? Aucune raison d'arrêter. Donc du coup ça les marques l'ont très bien compris et l'utilisent fortement. Et vous voyez ce besoin de complétion, de clôture, vous l'avez de manière très simple et très visuelle. Vous voyez ce cercle-là, par exemple, du coupon à 5%. Franchement, il me manque 44 points pour le finir sur les 500. J'ai quand même envie de le finir. Et donc du coup, je vais effectuer peut-être un achat sur ce site-là qui va me coûter peut-être 2 € de plus plutôt qu'aller sur Amazon. Mais après, je vais avoir 5%. Et donc du coup, ça va être intéressant. Donc du coup, vous allez être fidélisé, continuer à travailler pour eux, mais continuez à être sur ce site-là et faire vos achats d'une manière beaucoup plus simple qu'un autre site pourrait vous le permettre, parce que du coup il n'y aurait pas cet avantage supplémentaire qui, au final, on a l'impression que ça leur coûte quelque chose et pour nous ça ne nous coûte pas grand-chose de le faire. Donc voilà différentes possibilités, gagner des points en suivant sur Instagram, en suivant sur Facebook, gagner des points juste quand c'est mon anniversaire. Au final, j'ai pas fait grand chose et j'ai quand même gagné des points. Une autre justification qui va nous pousser à nous dire qu'on va revenir demain. Donc l'idée là, c'est de garder les utilisateurs en haleine. Donc c'est le Black Friday qui nous montre que finalement il va y avoir des soldes évolutives au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des premières offres sur certains produits, puis le lendemain sur d'autres produits, revenez demain, etc. Ce qui est intéressant sur cette publicité, c'est que là actuellement il y a 10%, il y a 15%, il y a 25%. Par contre, j'ai un petit bandeau qui me dit demain si vous revenez, vous aurez la même chose pour d'autres produits. Donc là on vous a engagé à revenir juste pour voir, est-ce que je vais être gagnant ou est-ce que je vais pas être gagnant. La même chose sur là où du coup on vous a programmé votre semaine. Vous savez que le 27 et le 28, il va falloir venir, à quelle heure, et qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir comme réduction. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là,
l'année 2017, le Black Friday 2017 a été très très fort dans ce sens-là, et c'est quelque chose que les e-commerçants ont presque tous compris, et ont presque tous anticipé, et ils ont beaucoup joué là-dessus, ce qui vous a permis d'être fidélisé sur n'importe quel grand site, à savoir le lundi, déjà vous allez anticiper le vendredi, le samedi et le dimanche, qu'est-ce qui allait s'effectuer, et cette année 2017 a été très, très productive pour eux, on va dire. Un autre exemple qui est assez intéressant, quelque chose qui... Alors ça c'est quelque chose qui est très peu fait encore sur les sites de e-commerce, c'est une très très bonne pratique. Vous avez peut-être mis du temps à l'avoir, vous l'avez peut-être pas encore vu, mais demandez-vous si ce produit est en stock. Vous avez envie de prendre ce produit-là. Quand vous arrivez sur un site de e-commerce, habituellement, s'ils sont gentils, s'ils ont bien compris comment minima vous manipuler, ils vont vous dire ce produit est en stock ou ce produit n'est pas en stock. Juste pour vous donner une information, on va dire c'est à titre gratifiant. Par contre là, ils vous disent qu'il est en stock dans 2 jours. Donc là, oui, non, là, vous pouvez pas l'acheter. Par contre, revenez dans 2 jours et il sera de nouveau en stock. Et la réduction sera toujours là ou peut-être pas là. Mais vous allez revenir. Et vous allez effectuer votre achat de manière assez logique sur ce site-là, parce que déjà attendre 2 jours pour profiter d'une solde, bon, au final, s'il me passe le moins 33% à moins 25%, bon, j'ai déjà attendu 2 jours, je vais quand même l'acheter. Donc ça, c'est une technique qui peut être assez forte. Après, c'est une technique qui est lourde en temps humain de gestion. C'est quelque chose qui est pas facile à faire sur un site de e-commerce au quotidien, parce qu'il faut vraiment être les mains dans ces pages, savoir sur quel produit je vais pouvoir effectuer ça. Donc bon, l'automatisation n'a pas vraiment encore eu lieu sur des types d'interactions comme ça, donc faut vraiment le faire au cas par cas. Et du coup, le cas extrême. Donc quand vous avez engagé, vous avez fidélisé et la confiance se perd. Donc ça a été le cas de eSport quand ils ont voulu sortir leur jeu Star Wars en fin 2017, où du coup ils ont eu une rupture totale avec leurs utilisateurs. Donc pour vous mettre en contexte, donc c'est un jeu vidéo, c'est le 2e jeu vidéo du nom. Le jeu vidéo arrive avec une mécanique de micro-paiement déjà testée, mais renforcée. Et on arrive à un moment où en fait ce jeu, on l'achète une certaine somme, et je dois payer la même somme une fois que j'ai acheté ce jeu pour l'avoir dans sa totalité. Donc au lieu de l'avoir à 70 €, on va dire, sur un achat en boutique, je l'aurai certes à 70 €, mais je vais devoir repayer 70 € chez moi, depuis le store de ma console, pour avoir le jeu dans son entièreté. Et là on est arrivé à une limite qui n'a jamais été atteinte, parce que d'habitude les jeux où on demande des micro-paiements comme ça excessifs sont soit de base gratuits, ou soit c'est des micro-paiements qui ne sont pas nécessaires à la complétion du jeu. Et là on est arrivé à un problème qui a été découvert avant même la sortie du jeu. Donc les joueurs ont compris ce problème-là, ont compris qu'au final la carotte était un peu trop longue, et qu'il fallait du coup rééquilibrer le game, on va dire, pour qu'en fait les éditeurs ne puissent pas profiter de l'utilisateur pas autant qu'ils le pensaient. Et donc du coup ça allait très très loin, parce que du coup le jeu a été un flop total, alors que c'était Star Wars quand même, on choisit pas de faire une licence Star Wars pour ne pas gagner d'argent, et du coup les joueurs ont réussi à créer cette micro-révolution. Et donc les micro-paiements ont été abandonnés, un peu après la sortie du jeu. Ils ont quand même essayé de voir si ça allait pas passer, mais ça n'est pas passé. Et du coup les micro-paiements ne sont pas en voie d'être remis sur ce jeu-là, alors que le jeu est déjà sorti depuis quelques mois. Donc là la communauté a gagné, et la marque s'est pliée à ce que la communauté voulait, donc ce que l'utilisateur voulait, donc parce que l'utilisateur il avait déjà été fidélisé, il avait déjà été engagé, mais on est arrivé à un moment où en fait la machine allait repartir en arrière, et pour regagner l'utilisateur, ça aurait été très très compliqué à le faire. Un deuxième cas qui est assez connu aussi, et on est arrivé dans un point de rupture qui était beaucoup plus fort, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'était le problème avec le Galaxy S8 de Samsung, S7, qui au final avait il avait un écran vitré bien sûr sur l'écran, mais il avait un dos vitré aussi, et donc à partir du moment où le téléphone tombait par terre, il se cassait, mais des 2 côtés. Et donc là on était arrivé aussi à un point de rupture où au final c'était un peu trop dur pour les utilisateurs. Donc le scandale a explosé, les ventes du téléphone ont diminué, la valeur en bourse de Samsung à un niveau catastrophique. Très très dramatique pour un grand acteur comme ça, quitte à se dire si on vend pas
le téléphone suivant, si on le vend de la même manière aussi faiblement, limite la marque peut couler au niveau des téléphones. C'était assez fort quand même. Et donc du coup, ils ont réagi en proposant du coup de réengager les utilisateurs. Et pour les réengager, il fallait leur faire comprendre que oui, on vous a compris. Oui, on a vu les problèmes de fabrication qu'on a pu faire. Oui, peut-être que de notre côté, il y avait des erreurs. Et donc du coup, on va essayer de se blinder en vous montrant qu'on fait des efforts. Et de là, on a la publicité que vous avez sûrement tous déjà vue, qui est apparue, et qui vous a fait comprendre que Samsung, en fait, ils ont fait des efforts et ils ont compris de leurs erreurs. Et donc du coup, grâce à cette publicité, je vais être réengagé. Je vais pouvoir leur faire confiance. Ils ont pas seulement appris de leurs erreurs, mais ils ont appliqué cette méthode à tous leurs produits. Et tous leurs produits maintenant ont un certain niveau de qualité, sont retestés. J'espère qu'ils les retestaient déjà avant, mais là on vous le dit, pour que vous le compreniez. Et donc du coup voilà, ce système-là, donc c'est intéressant de savoir qu'il est utilisé pour tous les téléphones, et que Samsung a dû dépenser des millions et des millions de dollars et d'euros pour effectuer ces publicités-là, les diffuser dans le monde entier, parce que c'est pas seulement la France qui a été touchée, c'était vraiment le monde entier. Vous imaginez la stratégie de communication de Samsung et marketing qui était prévue pour les 3 prochaines années a complètement explosé, et ils ont dû du coup pivoter et partir sur une stratégie de faites-nous confiance, on a des professionnels. Vous les avez vus, hein, les experts en blouse blanche, ils étaient là pour faire tomber les téléphones, c'est pas des gens du marketing ou de la communication, non, c'est des experts en blouse blanche qui font tomber des téléphones. Donc on vous a bien fait comprendre que c'était important pour eux et qu'ils ont bien fait le travail. Donc voilà. Ok, alors passons maintenant à l'explication de ces mécanismes qu'on vient de décrire à travers tous ces exemples. Alors, premier principe de manipulation dont on va vous parler peut être résumé par cette citation de Darwin. Dans la longue histoire du genre animal, ce sont ceux qui ont appris à collaborer et à improviser efficacement qui l'ont emporté. Alors pourquoi on vous dit ça ? Parce que ce que dit Darwin, c'est que finalement, on est conçu pour collaborer. Les animaux, ceux d'entre nous qui ont survécu, sont ceux qui ont su le mieux coopérer et le mieux collaborer. Ils ont survécu par la sélection naturelle. Et de là vient ce principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'entre nous, nous avons une forme de coopération dans laquelle nous nous sentons obligés de donner, recevoir et rembourser. Donc ça, c'est une citation de Robert Cialdini, on y reviendra après, qui est un psychologue social et qui en fait a mis en lumière ces différents principes, la majorité d'entre eux. Donc quand est-ce on vous a parlé d'exemples, on vous a donné des exemples, des cas où il y avait ce principe de réciprocité. Alors je ne sais pas si du coup vous vous en rappelez. On va monter les 2 grands cas en fait qui ont été actes de réciprocité. Du coup, on a un côté, c'était le tweet en faveur d'un e-book gratuit. Donc là, un e-book, quelqu'un qui a fait un travail, quelque chose qui doit être assez cher. Au final, c'est gratuit. Ok, je prends. Je dois donner un tweet. Ok, c'est pas cher payé pour avoir travaillé des heures et des heures pour écrire un bouquin. C'est la moindre des choses. Et le deuxième qui allait de pair, du coup, c'est pas cher payé de regarder une vidéo, d'installer un jeu pour au final que je puisse envoyer des SMS, téléphoner, ou alors aller regarder une autre vidéo sur YouTube grâce à la data que vous allez m'offrir, grâce à la vidéo que j'ai regardée avant. C'est pas cher payé. Donc là, je vais justifier l'acte de redonner quelque chose en échange de quelque chose qui est censé être gratuit par ce principe de réciprocité. Et le principe de réciprocité, du coup, il a été mis en avant grâce à un effet qui s'appelle l'effet de Benjamin Franklin. En fait, Benjamin Franklin, je ne vais pas vous présenter qui c'est, mais du coup a eu un détracteur en face de lui, une personne qui n'était pas du tout d'accord avec ce qu'il souhaitait faire. Et au lieu de confronter en fait ses idées tout de suite au détracteur ou alors d'essayer de se justifier, il a choisi en fait de faire quelque chose de complètement original. Il lui a demandé un livre. Il lui a dit: est-ce que tu peux me prêter un livre ? Son détracteur lui a dit: bah oui, pourquoi pas. Donc il lui a prêté un livre, et Benjamin Franklin lui a rendu ce livre avec un petit mot à l'intérieur, le remerciant en disant: vous êtes très gentil de m'avoir prêté ce livre, il était très intéressant, merci beaucoup. Et du coup le détracteur était un peu moins détracteur au final, parce qu'il avait un lien avec Benjamin Franklin qui était assez fort, et il se retenait sur quelque chose, ce qui a permis d'avoir une réciprocité qui a engagé en fait le détracteur sur une réduction de
Ouais, c'est ça. Et donc du coup, les détracteurs étaient beaucoup plus sereins par rapport à ça. Donc on a appelé ça l'effet Benjamin Franklin. Donc ça, cet effet-là, je pense qu'il peut faire écho dans votre tête sur pas mal d'actions que vous pouvez faire dans le e-commerce. Et donc du coup, il est très intéressant à ce niveau-là. Et du coup, on parle juste... Alors ça va être un terme un tout petit peu compliqué, mais c'est quelque chose de très intéressant. On parle de dissonance cognitive à ce moment-là. La dissonance cognitive, en fait, c'est quand je vais faire quelque chose et que je ne sais pas comment la rationaliser. Je vais trouver énormément de moyens pour rationaliser ma réflexion et effectuer mon acte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous gardez en tête, parce que dans tous les métiers du web, on peut avoir cette réflexion de dissonance cognitive. Est-ce que mon utilisateur, une fois qu'il va arriver, est raccord avec ses idées, en fait, est raccord avec ses justifications? S'il n'est pas raccord avec ses justifications, il va faire tout pour les rationaliser. Et donc du coup, moi je vais plutôt l'aider à les rationaliser. C'est pour ça qu'au début on vous disait les e-commerçants ne vont pas justifier en fait leur choix grâce à quelque chose qui existe en interne à l'entreprise. Non, ils vont voir qu'est-ce que vous voulez comme justification pour effectuer l'acte d'achat. Et donc pour réduire cette dissonance cognitive et pour vous faire effectuer un achat d'une manière totalement rationnelle. Ça c'est vraiment quelque chose, gardez-le en tête, la dissonance cognitive c'est un domaine très intéressant, un peu obscur, mais très intéressant de la psychologie sociale. Ouais, effectivement, lorsque j'ai un besoin et que je vais choisir finalement de faire un acte d'achat qui ne correspond pas à mon besoin initial, je vais me trouver dans une situation de dissonance cognitive et le but va être de réduire cette dissonance, du coup, en trouvant des justifications que vont me donner les e-commerçants qui vont chercher à me manipuler. Donc, un deuxième grand principe de manipulation, qui est ce principe de cohérence. Donc voilà, le désir que nous avons d'agir d'une façon congruente avec nos actions passées, nos engagements, nos croyances et notre image de soi. Ne pas se détacher de la perception de soi-même et surtout se raccrocher à ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qui nous engage. Okay, grâce à ce principe de cohérence. Alors je ne sais pas si vous avez les exemples qui vous viennent en tête parmi ceux qu'on vous a présentés tout à l'heure, qui cherchaient à vous influencer de manière à stimuler la cohérence. On va vous en citer quand même 2 qu'on a déjà vus. Ah oui, non, on va d'abord vous expliquer une expérience qui a montré ce principe. Donc c'est une expérience faite par Johansen en 2008, qui en fait consistait à montrer 2 photos, donc un sujet qui est un homme, à lui montrer 2 photos de femmes et à lui demander laquelle il trouvait la plus attirante. Il devait choisir entre les 2. Donc on lui montrait 2 photos de femmes, situation A, il devait choisir situation B, laquelle était la plus attirante. Puis les 2 cartes étaient mises face cachée, et puis on lui montrait une autre paire de cartes, et puis encore une autre paire de cartes, une autre paire de cartes. À la fin, on lui demandait de justifier ses choix. Et du coup, on lui remontrait les 2 photos de femmes, sauf que là, on a fait un tour de passe-passe, on échangeait les cartes, et on lui montrait la femme qu'il n'avait pas choisie, et on lui demandait de justifier son choix de trouver cette femme-là la plus attirante par rapport à l'autre, alors que c'était celle qu'il n'avait pas choisie. Et en fait, la majorité des sujets ne remarquent pas le changement de photo et justifient leur choix sur des photos qu'ils n'ont pas choisies. Ils cherchent à conserver leur cohérence devant la personne qui est en face d'eux. Et voilà, on appelle ça le biais de confirmation en psychologie. Ça vous est déjà tous arrivé de penser que quelqu'un avait mal interprété son choix ou sa décision ou ce qu'on avait dit et du coup de partir dans cette voie-là parce que c'était plus rassurant et moins déstabilisant de se justifier de cette manière-là plutôt que de se dire « Ah non, en fait, tu t'es trompé dans ce que tu as entendu, j'ai plutôt dit ça ». Et donc ces exemples-là, on les retrouve dans le e-commerce, donc dans le cas des lunettes où au final, vous êtes cohérent avec vous-même parce que vous avez peut-être choisi d'essayer des lunettes pour voir si ça allait vous aller. Au final, l'e-commerçant a été très gentil, il a fait ça gratuitement, il me les a envoyés chez moi, je peux les renvoyer, et puis ça m'a évité de me déplacer, donc en fait, j'ai déjà été engagé, j'ai été un peu fidélisé. Bon, je vais rester dans la cohérence de mes actes, et je vais effectuer l'acte d'achat sur ce site-là, et je vais pas aller sur un autre site, parce que bon, quitte à payer même 10 € plus cher sur ma paire de lunettes, il a quand même été généreux avant, et donc du coup, j'ai pas de raison de partir dans l'autre sens. Et pareil du coup pour la communauté Nike+, où on se sent part de cette communauté, on a cette image de nous-mêmes comme membres de cette communauté, et du coup ça va nous pousser à rester plus clients de Nike, et du coup plus actifs aussi dans cette communauté. Troisième principe de manipulation, on l'appelle la preuve sociale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, celui-là il est très connu, et qui consiste à se dire que
Lorsqu'on prend une décision d'achat en se conformant à un large groupe, cela nous conduit à croire que nous prenons une décision raisonnable et rationnelle. Donc finalement, plus un nombre important de personnes va dans une direction, fait un choix, plus je vais penser que ce choix est rationnel. Ça, vous l'avez vu grâce aux différentes notations, et qu'elles soient du site ou du produit. C'est quelque chose qui est... Enfin, vous pouvez le sentir et vous pouvez vous dire non, en fait, moi je vais aller plutôt chercher des avis, chercher quelque chose de cohérent pour rationaliser ma décision plutôt que des étoiles qui peuvent venir de n'importe où, et je ne sais pas qui sont ces utilisateurs derrière. Mais c'est quelque chose qui va être très difficile à faire. Et si vous voulez un exemple assez simple, revenons sur Amazon. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on vous a montré un livre où il y avait, je crois, 116 personnes qui avaient donné leurs avis. Des étoiles plutôt pas mal. Au final, ce livre était d'une certaine qualité. Imaginons qu'un vendeur arrive, propose le même livre, mais avec une reliure, une qualité vraiment supérieure, mais au même prix. Au final, ce livre, il arrive peut-être un petit peu trop tard, parce qu'au final, les 116 avis qui sont là, qui donnent une notation de 4,7 par exemple, ils ont quand même un poids qui est beaucoup plus supérieur. Donc en fait, pour que le nouveau livre qui vient d'arriver, qui est supérieur au niveau de qualité, mais qui est au même prix, pour que les ventes se fassent, il va falloir quand même mettre en avant des justifications pour rationaliser cet acte d'achat qui vont être extrêmement fortes, parce que la preuve sociale va du coup lui faire pâtir des ventes, parce que les gens vont aller à côté. Pourquoi 116 personnes ont acheté ce livre-là alors que personne ne l'a acheté ? Est-ce que vous savez à partir de quand un produit est arrivé sur Amazon ? Non, on ne sait pas. On sait juste que le produit est là. Et donc ça se trouve, le produit, il est là depuis plus longtemps en fait. Parce que moi, c'est la première fois que je cherche ce livre-là. Et donc je ne vais pas effectuer cet acte d'achat. Et donc la rationalisation que vous allez faire grâce à la preuve sociale est tellement plus simple, elle fait tellement gagner beaucoup plus de temps dans votre acte d'achat, que vous allez vous limiter à celle-là, et vous allez pas essayer d'aller chercher d'autres rationalisations beaucoup plus compréhensibles pour justifier un autre acte d'achat. Donc la preuve sociale, qui est très 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 forte. Alors, un exemple de stratégie qui a été mis en place, un cas pratique, c'était chez Unilever. Donc, c'est une expérience qui est citée par Nathalie Nahay dans son livre, dont on vous parlera par la suite. Donc, eux, ils avaient mis en place cette expérience-là. D'abord, ils avaient envoyé un email avec une incitation à laisser un avis et une note sur un produit donné avec une incentive, c'est-à-dire avec le fait de récupérer un bon d'achat à la fin de l'opération. Donc les utilisateurs étaient invités à laisser un avis en échange d'un bon d'achat. Ils ont donc laissé les avis, 44% d'entre eux ont des clics sur la newsletter, sur le mailing, ont donné une review, et la note du produit est passée de 3 à 4,5%. Et l'effet a été assez spectaculaire finalement, puisque ce produit-là, les ventes de ce produit ont augmenté de 87% sur 4 mois. Cette expérience montre donc l'impact très fort de la preuve sociale. Alors un quatrième système de manipulation, que vous avez ressenti, qui est la sympathie. Donc la sympathie, c'est au final le fait que vous allez apprécier, plus vous appréciez une personne, plus vous allez aller dans son sens, et vous allez lui faire confiance du coup. Et c'est quelque chose qui est très facilement... on peut piocher ça sur les sites de e-commerce d'une manière assez simple. Vous l'avez sûrement vu, au final, tous les sites de e-commerce le font. On va vous montrer juste les deux exemples qui ont été rapatriés sur le terme de la sympathie. Donc c'est à partir du moment où je mets en avant mes valeurs. Oui, je suis sympathique, oui, je fais des efforts. Et en plus, regardez, je vous les montre. Donc pourquoi pas acheter là, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin et qu'une autre marque ne ferait pas. Et par exemple, sur le cas d'Yves Rocher, pourquoi aller à Sephora alors que Sephora vend aussi Yves Rocher ? En fait, Yves Rocher, je vais peut-être leur donner plus d'argent à eux parce que eux, ils font des actes bien pour la planète et du coup sur lesquels je me raccorde moi au niveau de mes valeurs. Donc ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est très intéressant, et je vous invite vraiment prochaine fois que vous allez sur un site e-commerce, on va pas dire obscur, mais qui est très très dédié à un produit spécifique, imaginons des jeux de société ou quelque chose comme ça, regardez ces actes de sympathie qui sont mis en avant et regardez à quel point ils sont différenciants. Donc là on joue sur des produits 100% végétal, ce qui est assez raccord avec la marque, mais sur certaines marques on peut trouver des choses qui sont assez rigolotes et sur lesquelles au final ça va augmenter la sympathie, même si on trouve des choses un peu déconnectées, what the fuck on peut dire.
Mais du coup, voilà, la sympathie qui enclenche et qui marche très 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 bien. Et qui peut créer un point de rupture, donc il faut faire attention à ne pas aller trop loin, parce qu'on le sent des fois que le point est largement dépassé, et au final, voilà, des valeurs, plus des valeurs, plus des valeurs, plus des valeurs, plus 50 000 labels bio, équitables, voilà, à un moment on n'a plus confiance. Mais le minimum marche. Alors d'autres méthodes pour influencer à partir de la sympathie, donc des méthodes plutôt connues, assez utilisées, donc de se mettre à nu devant les consommateurs, bon, au sens figuré bien sûr, donc à travers une vidéo, c'est-à-dire expliquer ses valeurs. Et en fait, plus largement, la sympathie en général est activée en montrant tout simplement la dimension humaine, donc c'est-à-dire les personnes qui sont derrière le site, humaniser la marque. Voilà ce qui donne ce sentiment de sympathie finalement. Donc c'est aussi personnaliser les contenus et les services. Être actif et répondre sur les réseaux sociaux montre aussi qu'il y a des êtres humains derrière la machine froide qu'est le site web, le site e-commerce. Et enfin, écrire, ça c'est une autre technique qui a été utilisée qui fonctionne très bien, écrire des mots de remerciement à la main, notamment qu'on peut mettre dans les colis, du coup qu'on envoie aux personnes qui commandent sur le site. Et du coup, ils ont l'impression vraiment d'être spéciaux et d'avoir une réponse personnalisée. Ouais, c'est juste écrire les mots à la main, c'est quelque chose qui... Rappelez-vous de la dernière lettre de votre fournisseur d'électricité ou de votre fournisseur de gaz. Et vous vous souvenez, vous êtes sûr, à la fin, en bas à droite, il y a marqué le mot signé le directeur, et là vous avez une fausse signature magnifiquement imprimée. Ça, c'est quelque chose que on a très bien compris depuis très longtemps. Et du coup, le temps que ça arrive sur le e-commerce, ça a mis un peu de temps, mais c'est arrivé. Et du coup, juste une signature qui, on sait qu'elle a été imprimée, fait... Ah ok, d'accord, ils ont quand même fait des efforts pour... ça peut marcher pour certaines personnes, hein. Le directeur m'a lui-même signé ma facture. Je vais le payer, ça va être très très bien. Donc du coup, c'est quelque chose qui marche très très bien, et à adapter au e-commerce, il y a encore du travail, mais c'est un système de manipulation qui marche, qui a fait ses preuves en tout cas. Il y a aussi des commerçants qui essaient de mettre une signature à côté du call to action de l'achat, par exemple. Alors, 5e technique de manipulation, dont on vous a fait part, c'est l'autorité. Donc l'autorité, c'est quelque chose qui marche donc avec une figure d'autorité, qui vous donne une illusion d'en être une. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est une illusion, parce qu'au bout d'un moment, les acteurs qui jouent les mecs en blouse blanche, on les retrouve très facilement vendant des caleçons derrière, et c'est un changement de carrière assez... c'est direct, mais c'est ce qu'ils font. Et du coup, cette figure d'autorité, vous l'avez vue et revue quand même dans nos exemples, et c'est quelque chose qui teinte vraiment et sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. En fait, on est très, très assujetti à cette figure d'autorité, et on oublie qu'elle nous manipule. Donc dans les exemples qu'on a vus, j'espère que vous avez déjà en tête celui de Burger King qui a été très bien détourné. Mais du coup, ça fait écho à une théorie très intéressante qui je vous invite à regarder. On a peut-être dû mettre le lien. Il y a vous trouverez ça sur YouTube. Une émission de télé où en fait qui a eu lieu il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Où du coup ils ont refait l'expérience à notre époque. Et c'est ça qui est très intéressant. Je vante les louanges de la psychologie sociale, mais c'est des choses qui sont réplicables. Quand on fait des expériences, elles sont toujours réplicables, et elles marchent d'année en année, parce que cette expérience a été faite en 1960 et elle est toujours cohérente. Donc du coup, 3 personnes qui sont mises en jeu. Vous avez en E, vous avez l'expérimentateur. En S, vous avez le sujet de l'expérimentation, donc c'est vraiment la personne, on va voir comment elle réagit. Et en A, donc c'est un acteur en fait, donc un apprenant. Donc le sujet va donner des décharges électriques à une personne, mais il va pas le faire juste parce qu'il a envie de le faire. Non, c'est parce que l'expérimentateur va lui dire continuez de le faire, il faut lui donner des décharges électriques, et il faut surtout augmenter la puissance de ces décharges. Et oui, parce que c'est un acteur, du coup. Oui, c'est des fausses décharges électriques, et du coup l'acteur joue l'augmentation en fait de cette intensité, et le sujet, lui, ne sait absolument rien, et se doute pas que ce qu'il fait, ça ne fait aucun mal, sauf que l'expérimentateur lui dit constamment, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui n'est pas douloureux, la personne ne peut pas mourir de ça, vous devez augmenter, mais vous devez. Et il renforce du coup son action. Et on arrive à un degré maximal qui est de 250 volts. Donc le résultat attendu, c'est que sur 1000 personnes, on va se dire peut-être qu'une personne réussira à atteindre ce résultat maximal, ce qui est quand même assez fort. Ouais, en fait, il y avait des psychiatres qui avaient fait une évaluation au préalable, et ils avaient estimé qu'il y aurait un sujet sur 1000 qui irait jusqu'à 450 volts.
et que la moyenne des chocs maximaux atteints par les participants serait d'environ 150 volts. Et en fait, les résultats ont été très surprenants et très inquiétants selon Milgram à l'époque. C'est-à-dire que en fait, 25 sujets sur 40 sont allés jusqu'à 450 volts, donc ça fait 62,5%, et la moyenne des chocs allait jusqu'à 360 volts. Et c'est vrai qu'à la base, Milgram l'avait fait pour comprendre en fait comment des soldats, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, comment des soldats nazis avaient pu exécuter des ordres infâmes envers notamment les juifs et les autres persécutés. Et du coup, comment ils avaient pu comme ça se rendre, obéir à des ordres aussi infâmes alors qu'ils sont des êtres humains comme tout le monde. Donc il avait fait cette expérience pour montrer, pour essayer de comprendre jusqu'où pouvait aller l'obéissance. Et il avait été surpris de voir à quel point on peut se montrer obéissant pour une simple figure d'autorité qui est en fait représentée par l'expérimentateur, qui ne fait que répéter des phrases stéréotypées, continuer l'expérience, continuer l'expérience, continuer l'expérience. Nous assumons l'entière responsabilité de ce qui se passe ici, continuer l'expérience, etc. Parce que je crois que c'était pas masqué le fait que 450 volts, c'était la mort. C'est ça. Sur le compteur, avec les différents voltages, il y avait aussi l'impact que ça aurait sur la personne. Donc il y avait les chocs bénins et ça allait jusqu'au choc mortel, possiblement mortel bien sûr. Donc 62% des personnes étaient conscients que 450 volts allait tuer la personne. Mais le fait que l'expérimentateur lui dise « Ne vous inquiétez pas, on prend toutes les responsabilités de votre acte », et le sujet y est. En plus, pour couronner le tout, et bon, on finira là, c'est que à partir de 360 volts, l'acteur disait bon, maintenant j'en ai marre, j'ai trop mal, je ne répondrai plus à vos questions. Et donc là, il ne répondait plus, et l'expérimentateur disait si on ne répond pas, c'est considéré comme une mauvaise réponse, donc continue l'expérience. Vraiment, on vous invite à regarder cette expérimentation qui a été répliquée à la télé. Je crois que c'était France 2 qui avait fait ça. C'est intéressant de voir le cadre au moins de l'expérimentation et comment au final, je crois qu'on est arrivé à 60, un résultat un tout petit peu supérieur même des 62%. On était un peu plus tard qu'en 2010. Enfin, c'est... Ouais. Donc revenons au e-commerce, et donc vous vous rappelez qu'on vous a parlé d'autorité, et effectivement à travers différents exemples qui étaient les suivants. Ouais, donc Oral-B avec McLesky qui vous dit que c'est validé et approuvé par des scientifiques, et lui-même est une figure d'autorité qui au final vous manipule. Et à côté de ça, donc tout ce qui est labellisation, qui est figure d'autorité, sur lesquels vraiment rester critique. Il y a énormément de réflexions sur des labels qui n'existent pas, qui n'ont été validés par personne, mais qui sont présents. Donc à partir du moment où je mets un beau blason, médaille d'or, essayez de cliquer dessus. Voilà, si vous voulez vraiment un conseil, cliquez dessus. Si vous pouvez cliquer dessus, ce label existe. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, peut-être que c'est qu'une image qui a été photoshopée par le stagiaire. Donc réfléchissez à ça. Ce lien doit être absolument cliquable. Pourquoi je cacherais que j'ai été labellisé et que sur le site de la labellisation, il y a mon nom d'entreprise qui est bien identifié? Si c'est le cas, je vais pas le cacher. C'est pas grave, je vais perdre ces utilisateurs, ils vont revenir sur mon site. Il n'y a rien de grave. Si je peux pas cliquer, là, il y a quand même quelques petits problèmes. Ouais, et plus globalement, on considère en fait comme des arguments d'autorité à chaque fois aussi qu'on utilise des chiffres clés, ou qu'on montre tout simplement qu'on est expert d'un sujet dont on parle. Vous vous rappellerez au début les 3 chiffres clés qu'on vous a donnés pour vous expliquer l'importance du design persuasif dans le e-commerce. Un 6e principe de manipulation, la rareté. Donc la rareté, c'est que l'utilisation du principe de rareté est un moyen puissant de créer une urgence, de créer de la demande et d'augmenter les ventes dans la quasi-totalité des contextes. C'est vrai que ce principe de manipulation est un des plus utilisés dans le e-commerce, et c'est aussi un des plus efficaces, avec peut-être la preuve sociale, qui serait peut-être le second sur le podium. Ouais. Après, c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques années, mais qui a mis du temps à arriver. Et si vous vous rappelez bien, je crois que c'est Cdiscount qui a commencé à faire ça, et qui a fait ça, mais peut-être il y a 15 ans, mais les sites de e-commerce existaient bien avant ça. Et oui, je crois bien que c'est eux qui ont commencé du moins en France. Mais du coup, on était les premiers à vous dire que écoutez, il reste plus que 2 produits, il faudra peut-être les acheter parce que après il n'y en aura plus. Et donc du coup, bon, ça c'est un des exemples, mais je pense que vous avez bien raccordé les exemples que vous avez eus sur la présentation dès le début. Donc c'est le cas des ventes flash, des ventes privées extrêmes ou one day,
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les commerçants ont compris, utilisent et transforment de plus en plus. Et encore une fois, je reviens juste sur l'exemple d'Amazon avec cette barre de progression qui est extrêmement efficace. Si vous travaillez dans l'e-commerce, essayez de tendre vers des plugins qui amènent à cette compréhension de réduction des stocks. Mais voilà, il me reste peut-être 30% des stocks. Mais qu'est-ce que c'est 30%? Est-ce que vous avez acheté 10 000 produits à vendre ou est-ce que vous avez acheté 150 produits à vendre? L'utilisateur lui-même va se poser cette question-là. Et du coup, cette rareté va lui faire effectuer son acte d'achat et rationaliser son acte d'achat très très facilement. Parce que du coup, le produit est pas cher, le produit il y en a peu. Je vais peut-être pas attendre d'aller sur les numériques ou sur un site de comparateur ou un site qui va m'informer, un blog. Je vais effectuer mon achat. Donc voilà, le principe de rareté qui est très 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 puissant. 7e principe de manipulation, on l'appelle le besoin de fermeture ou besoin de clôture. En fait, il est basé sur la théorie de la Gestalt, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la théorie des formes. En fait, finalement, quand vous percevez ici cette forme, qui est constituée de plusieurs petits tirets de tailles différentes, en cercle, en fait, vous voyez un rond, et on voit tous un rond. Parce que voilà, très naturellement, notre cerveau va compléter les éléments, il va chercher toujours à tendre vers l'élément le plus complet, et on va donc du coup rajouter mentalement, très naturellement, on va combler les trous pour avoir un cercle. Il est très difficile en fait de voir des tirets, simplement des tirets qui feraient un cercle. Donc du coup, très utilisé dans les réseaux sociaux, dans la gamification. C'est quelque chose que vous retrouvez énormément dans tout l'univers du jeu. C'est quelque chose qui est extrêmement utilisé et qui vous donne envie de compléter, d'aller finaliser de finaliser des actes pour du coup gagner derrière. C'est vraiment quelque chose. Essayez de l'utiliser au maximum parce que c'est quelque chose. Vous en êtes conscient, on ne peut pas résister à ça. C'est bête. Mais c'est quelque chose que tout humain va avoir envie de compléter et d'effectuer. Donc, puis, au final, nos parents nous l'ont toujours dit, quand on commence quelque chose, il faut le finir. Un exemple qui a été testé en laboratoire, ça a été testé sur des cartes de fidélité. Donc premier cas, on propose à des utilisateurs 2 cartes de fidélité. La première, c'est celle qui est en haut à gauche, donc vous allez devoir compléter 10 actes d'achat pour bénéficier d'un achat gratuit. Et le deuxième, vous allez devoir bénéficier de 8 actes d'achat pour bénéficier d'un achat gratuit. Bon, sur le premier cas, j'espère que vous comprenez que vous allez prendre celle de droite. Du coup, 8 achats, c'est beaucoup plus intéressant que 10 achats. Par contre, on a proposé exactement la même dichotomie sur soit une carte avec 8 achats à effectuer, vs une autre carte où il y a aussi 8 achats à effectuer. Mais il y en a déjà 2 qui ont été validés. Et donc du coup, le besoin de complétion, le besoin de finaliser l'acte, a poussé, je crois on arrive sur du 80% des utilisateurs dans ce deuxième cas, qui vont prendre la carte de droite, qui est exactement la même que celle de gauche, mais du coup, le fait d'avoir déjà validé des achats, et virtuellement, me fera vraiment prendre cette carte-là. Si vous regardez votre carte de fidélité, maintenant elles sont presque toutes comme ça. Ça, c'est une carte de fidélité du coup qui est effective dans une boutique physique. Transposer ça au e-commerce, c'est très facilement faisable. Et du coup, c'est peut-être, si on refait le lien avec quelque chose que vous avez vu avant, à partir du moment où au final j'ai juste rempli mon profil, que j'ai juste complété mon adresse mail et que j'ai mis un mot de passe, peut-être même j'ai même pas mis mon nom ou mon adresse, j'ai déjà gagné quelque chose. Donc je suis déjà fidélisé, alors que je suis surpris parce que j'étais pas forcément engagé. Mais du coup, ça va accélérer le process. Et cette technique de manipulation, elle est... Enfin, on peut en faire mais vraiment énormément de choses et rien à... Enfin, il y a encore du travail et c'est ça qui est intéressant par rapport à ces techniques-là. Enfin, toutes. Il y a beaucoup de travail derrière. 8e et dernier principe de manipulation, le renforcement. Avec Pavlov. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérimentation de Pavlov, donc il lui a valu quand même le prix Nobel d'économie à l'époque. C'était dans les années... c'était fin des années... c'était fin du 19e siècle, pardon, ouais. Excusez-moi, c'était entre 1850 et 1900. Donc Pavlov, il a constaté que finalement, les chiens, quand on leur apportait de la nourriture, ils salivaient. Donc il y avait un stimulus qui était la nourriture et il y avait une réponse qui était la salive.
Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu tester du coup ce principe de renforcement, ou qu'il appelait conditionnement dans ce cas-là, en fait faisant sonner une cloche au même moment qu'on apportait de la nourriture aux chiens. Et finalement, à partir du moment où c'était fait fréquemment, au bout d'un moment, les chiens, en entendant simplement la cloche, même s'il n'y avait pas de nourriture, se mettaient à saliver. Donc il y avait une réponse physiologique des chiens, même s'ils n'avaient pas de nourriture en face d'eux, parce qu'en fait, ils avaient associé la cloche et la nourriture. Et cet effet n'était pas extrêmement durable dans le temps non plus, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, si on ne faisait que sonner la cloche, les chiens arrêtaient de saliver aussi. Mais on pouvait renforcer comme ça le gouvernement, le comportement, se servir de ce principe. Et du coup, ce renforcement, vous l'avez tous eu, je pense, pendant le Black Friday. Et c'est pour ça que le Black Friday a si bien marché cette année. Et du coup, vous êtes revenus tous les jours. Vous saviez pourquoi vous allez revenir, vous savez ce que vous alliez voir sur ce site-là. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est en train d'être étudié et que nous aussi, on étudie un petit peu de notre côté. Parce que du coup, en fait, si vous êtes informé un petit peu, les ventes de cette année des soldes sont catastrophiquement faibles. Mais c'est hallucinant, ça n'a jamais été aussi bas. Le Black Friday, enchaîné des soldes qui ont été faites avant Noël, ont vraiment tué en fait cette logique commerciale qui était la nôtre depuis des années, qui était de faire des soldes et de faire que ces soldes-là soient les moments le plus intéressants pour effectuer des actes d'achat. Et en fait, les marques sont tellement emparées du Black Friday parce que du coup, c'est une journée dingue où vous allez avoir les soldes les plus folles, mais en fait, qui n'est pas une journée, qui est une semaine avec une apogée. Et donc, qui dit une semaine avec une apogée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une progression. Et donc, vous allez être accroché en fait à cette progression et vous allez avoir envie de voir ces soldes, de voir ces réductions. Et ce système-là, je pense que ça va sortir dans peu de temps quelques études par rapport à ça, mais à quel point ça a tué les soldes en France, du moins, c'est assez impressionnant. Parce que du coup, les e-commerçants ont réussi à truster ce qui avait encore un peu du mal à être fait au niveau en différenciation entre vente physique et vente en ligne. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Alors, parlons un petit peu d'éthique. Est-ce que finalement on peut mettre un petit peu d'éthique dans tous ces principes de manipulation et d'influence dans le e-commerce et même dans le web en général? Finalement, peut-on bien influencer? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels faire changer d'avis ou tromper un consommateur serait acceptable? Parce qu'à partir du moment où on connaît toutes ces techniques-là, on peut un peu en faire ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour faire du bien aux gens? Le principe de l'escroquerie. Ouais. Ouais, mais du coup, dans ce sens d'escroquerie, on n'arriverait pas forcément à arriver à être bienfaisant, en fait, une manipulation bienfaisante. Ouais. Et donc, du coup, une manipulation bienfaisante, c'est possible. Il faut juste savoir est-ce que j'ai envie de le faire. À qui profite le crime? C'est un peu ça. Alors, on va voir. Est-ce qu'il faut que ça profite aux deux? On va voir. Effectivement, si cela profite aux concepteurs seulement, alors oui, là c'est nuisible, puisque ça ne profite pas à l'utilisateur et pas à la société. Ou alors un tout petit peu à l'utilisateur, mais de façon beaucoup trop faible. Si ça profite simultanément au concepteur et à l'utilisateur, alors on est dans une démarche commerciale, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est vrai que c'est la manipulation qu'on voit tous les jours lorsqu'on a en face de nous un commercial qui va nous expliquer, argumenter pour son produit. Et effectivement, là, encore une fois, suivant si le produit est un bon produit ou pas, il peut essayer de nous escroquer, ou au contraire, essayer de nous convaincre. Comment savoir? En tout cas, on est dans une démarche commerciale. Si le produit est surtout utile et profite surtout à l'utilisateur, un petit peu au concepteur et un petit peu à la société, dans ce cas-là, on dit que ce produit est motivant. L'influence sert à motiver l'utilisateur et à le pousser à se dépasser. Et enfin, si le produit profite à l'utilisateur et à la société, on est dans une vision altruiste. Là, on peut effectivement faire le bien, on peut influencer vers le bien en faisant des actions qui sont altruistes, donc qui poussent à améliorer à la fois l'utilisateur et surtout la société. On a dit au début de la conférence que finalement on se basait sur un besoin, on essayait de répondre à un besoin et que c'était sur la réponse qu'on va donner à ce besoin qu'on va pouvoir se faire influencer. Mais il y a effectivement certaines marques qui créent elles-mêmes le besoin. Et finalement cette réflexion,
serait de moins en moins efficace dans le sens où les utilisateurs sont de plus en plus avisés. Alors c'est vrai, et on espère très fortement qu'en tout cas nous, à travers cette conférence, toutes les personnes qui l'auront visionnée seront un petit peu plus avisées et donc tomberont moins dans le panneau peut-être de ces techniques d'influence qui commencent à être tellement systématisées qu'effectivement plus connues et donc peut-être qu'on y fait un peu moins confiance. C'était par exemple le cas tout à l'heure on parlait des avis consommateurs, par exemple les Trustpilot ou avis vérifiés, qui finalement, voilà, d'une certaine façon, ne donnent que les bons avis. Donc si tous les sites e-commerce n'ont que des bons avis, où est la légitimité, voilà, de ce type de mesures, etc. Et ça, c'est des choses qu'on s'en rend compte, même si on ne sait pas de l'intérieur comment fonctionnent ces modules, on se rend compte quand même assez naturellement que finalement, si tous les sites sont parfaits, c'est juste pas possible. Il y a forcément des sites qui ne sont pas parfaits. Donc voilà, et donc effectivement les consommateurs sont sans doute de plus en plus au courant de ces types de pratiques. Mais malheureusement, c'est une tendance naturelle qu'on a à vouloir rationaliser nos choix. Et effectivement, une société qui créerait bien le besoin nous influencerait finalement à répondre peut-être d'une autre façon à un besoin qui était déjà le nôtre, ou en tout cas d'avoir cette impression-là. Et donc quelque part, elle nous influencerait. Et malheureusement, c'est notre nature. Donc on fait au mieux. Et là-dessus, on vous invite à aller regarder c'est quelque chose qu'on voulait mettre dans notre conférence, mais qui nous aurait pris beaucoup de temps. Vous invite à regarder sur Internet les hijacks. Donc c'est des détournements. Et ce qui est très intéressant, là tu parlais de besoin. Et au final, d'arriver sur un site en fait qui va répondre à mon besoin d'une autre manière et qui va me faire du coup m'engager, me fidéliser là-dedans. Et ça c'est quelque chose en fait qui a été compris. En fait, les hijacks ont été créés par les concepteurs de Google en fait, qui ont essayé d'amener ça en fait dans leurs produits. Et en fait, oui, les sites répondent à votre besoin d'une manière détournée. Et en fait, vous vous prêtez au jeu. Et très simplement, alors un exemple qui était assez intéressant, c'était celui de Yelp, où au final vous vous dites qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, j'ai envie d'aller dans un bar le soir. Comment je vais faire pour choisir mon bar ? Vous descendez dans la rue et puis vous prenez le bar le plus proche et vous êtes accompagné de quelqu'un et puis ça va bien se passer. Non, vous allez aller sur un site de comparateur, donc par exemple Yelp, qui va vous dire voilà, choisissez un bar dans le coin, vous allez choisir un premier bar pour voir s'il est intéressant, et puis là il y a un petit mot sur le côté qui vous dit est-ce que vous voulez continuer à avoir les bars à cocktail ? Donc là en fait vous allez cliquer dessus parce que vous êtes dans un process, mais du coup votre besoin c'est plus d'aller dans un bar, maintenant c'est devenu aller dans un bar à cocktail. Et Yelp peut y répondre de manière très très forte et va vous offrir la meilleure solution pour avoir la meilleure expérience sur ce site là pour profiter au final d'un bar à cocktail mais qui n'était pas votre besoin initial. Et donc ça c'est quelque chose qui est constant en fait. Et plus on arrive pas à résoudre votre besoin mais à vous faire comprendre que votre besoin était peut-être pas défini de la bonne manière, plus le site va vous proposer une expérience qui sera la meilleure possible. Parce que bien sûr, c'est leur base. C'est leur réflexion de ce besoin qui a été proposé. Ouais, donc allez lire cet article qui est en anglais, donc sur les hijacks, qui a été écrit par Tristan Harris, qui est un ancien de chez Google, donc qui était au pôle éthique chez Google, et qui finalement, au bout de quelques années, mais plusieurs années, quasiment 10 ans il me semble, de loyaux services chez Google, a décidé de tourner le dos, et du coup quelques années après a écrit cet article où il dénonce 10 façons de faire sauter le libre arbitre des gens. Et ces façons sont appliquées surtout, et lui c'est son credo, au téléphone qu'on a dans nos poches, qui en fait dégrade notre qualité de vie selon lui, puisqu'il nous pousse il nous sursollicite finalement. Et nous, on se laisse faire, bon gré mal gré, notamment en ayant cet effet, on a parlé là de l'effet de menu, où on redéfinit le besoin. Il y a encore aussi l'effet roulette, la roulette, le jeu d'argent, où en fait finalement quand on reçoit des notifications sur notre téléphone, on ne sait jamais ce que ça va être la notification. Donc il y a cet effet-là, et il montre aussi physiologiquement, les expériences ont montré que c'est les mêmes circuits, c'est le circuit de la récompense au niveau de notre cerveau. Donc on a le même sentiment finalement lorsqu'on est heureux grâce à notre téléphone, lorsqu'on joue à la roulette notamment, que lorsqu'on peut prendre certaines drogues qui activent aussi ce système de la récompense. Donc c'est vraiment addictif. Et en plus, on va s'arrêter là, mais c'est un vaste sujet, c'est super intéressant. D'ailleurs, ils ont fait un site qui s'appelle Time Well Spent, donc n'hésitez pas à aller le voir, .io, où ils expliquent toutes les méthodes, notamment réduire le nombre d'applications qu'on a sur son téléphone, etc., pour mieux dépenser son temps. Et pour nous, c'est grave, mais imaginez aussi pour les enfants qui aujourd'hui grandissent avec des téléphones dans les mains
n'ont pas forcément la maturité pour pouvoir savoir quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser, et du coup, qui sont vraiment susceptibles, pour le coup, de voir dégrader leur niveau de vie, quoi, leur qualité de vie. Vraiment, on vous conseille d'aller sur ce site-là, hein, timewellspent.io, parce qu'au final, peut-être le mal de notre génération, c'est le mal de dos, mais le mal de la prochaine génération, c'est vraiment cette addiction au téléphone, et c'est pas une addiction aux réseaux sociaux, hein. C'est le téléphone en lui-même qui est conçu du coup pour vous accrocher, hein. C'est leur intérêt, et on l'a tous dans notre poche, alors que ça fait 10 ans que le premier iPhone est sorti, mais on l'a tous déjà. Donc, time well spent, comment mieux le temps bien dépensé. Le temps bien dépensé. .io. Alors, donc on vous parlait d'exemples, hein, de solutions altruistes au quotidien. Donc on appelle ça les nudges, hein. Ça a été donc créé par des psychologues sociaux et appliqué en fait au quotidien. Et donc ce sont des incitations douces, des coups de pouce qui sont donnés à un individu, à un consommateur, pour modifier son comportement. Donc là, l'exemple de gauche, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, vous voyez peut-être une petite tache noire au milieu de la pissotière, hein, c'est une pissotière. Et en fait, cette tache noire est une forme de mouche, a une forme de mouche. Donc vous ne la voyez peut-être pas d'ici, les personnes qui nous regardent sur Internet doivent sans doute mieux la voir. Mais mettre cette... ils ont fait une expérience en fait où ils ont essayé donc, du coup, de mettre cette forme de mouche pour attirer le jet et éviter que les personnes, les hommes en mettent partout. Et les résultats ont été très surprenants, hein. Et effectivement, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est une incitation douce. L'exemple de droite, on voit ici qu'ils ont repris la forme donc, du coup, d'un stade, des pistes de course d'un stade pour les mettre dans l'escalier. Donc on sait que quand on va dans un stade et qu'on veut faire du sport, on va aller sur la piste, hein, on ne va pas faire du sport sur l'herbe au milieu. Donc pour pousser les gens, encore une fois, de façon très douce, à utiliser plutôt les escaliers que l'escalator, à faire plus d'exercices. Des nudges comme ça, il en existe énormément. Peu encore appliqués au e-commerce. Il y en a qui ont été appliqués il y a certaines années. On les a présentés en termes de manipulation, parce que du coup, au bout d'un moment, c'est des choses qui sont répliquées de manière... le e-commerce fait que tous les e-commerçants reprennent les bonnes pratiques. Mais du coup, il y a des possibilités monstrueuses. Et des exemples comme ça, il en existe des centaines hors e-commerce, et très intéressant du coup d'essayer de se dire comment je vais pouvoir les appliquer au e-commerce. Donc là-dessus, n'hésitez pas à garder ça en tête, ça peut agrémenter votre créativité par rapport à des fonctionnalités. Voilà, pour finir, comment éviter finalement de se faire manipuler? Comment on pourrait au quotidien essayer d'éviter la manipulation? Tout simplement en s'efforçant de sortir du cadre de référence dans lequel nous place le design des sites e-commerce, le marketing des sites e-commerce. C'est-à-dire qu'on va nous faire penser que le prix est moins élevé puisqu'on nous a donné un point de référence d'un prix élevé, et ensuite on nous indique une solde, une réduction. Et donc on va se servir de cet angle-là qui nous est fourni directement par le site pour estimer que finalement c'est une bonne affaire. On va voir qu'il y a beaucoup de monde qui a liké la page Facebook, ou il y a beaucoup de monde qui a donné un avis sur un produit. On va nous dire que cette offre n'est disponible que pendant 24 heures, etc. On nous met dans un cadre de référence qui nous fait croire que finalement nous allons faire une bonne affaire, nous allons répondre à notre besoin, ou nous allons répondre à un besoin peut-être qui n'existait même pas au début, au préalable, puisque on croit en fait, on a tendance à croire, on est gentil, on croit à ce qu'on nous dit, c'est tout naturel. Et finalement, essayer de toujours de faire un pas de recul, de prendre le temps d'analyser vraiment la situation. Est-ce que finalement j'ai vraiment besoin de ce produit? Est-ce que ces indications sont vraiment plausibles? Pierre vous parlait tout à l'heure des labels. Essayez de cliquer dessus pour voir si ce sont des vrais labels ou pas. Essayez de ne pas se faire abuser, ou alors se poser simplement la question, lire déjà bien le label, voir si c'est un label connu, qui le fait, etc. Et de toute façon, on ne peut pas échapper totalement à la manipulation. Mais c'est vrai qu'il est important au quotidien de faire en sorte de ne pas trop se laisser faire. On a tous un porte-monnaie qui est assez limité tous les mois, donc il faut quand même essayer de rester dans les limites du raisonnable. Et gardez en tête aussi, c'était marrant, c'est Apple qui disait ça. Apple utilise énormément de techniques de manipulation pour vous vendre leurs produits. Et c'était un ancien d'Apple qui avait dit ça, parce qu'il n'aurait pas pu le dire en étant chez Apple. Mais du coup, leur principe, c'était tant que c'est pas vérifié, tant que l'inverse n'est pas prouvé, ma vérité est vraie. Et du coup, je vais vous manipuler, mais tant que vous n'allez pas le justifier, justifier que ce que j'ai dit est faux,
Ouais. Bah c'est vrai. Du coup, je vous vends le téléphone le mieux conçu, je vous téléphone le plus beau, enfin voilà. Tant que personne n'a prouvé que c'était faux, bah, c'est que c'est vrai. Donc, du coup, bah, est-ce que vous allez le rationaliser en disant que bah, Apple a toujours bien fait son travail, ou est-ce que vous allez le rationaliser en vous disant bah, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Et la différence fait que bah, vous allez accepter ou ne pas accepter en fait cette manipulation. Gardez-le en tête. Prenez du recul par rapport à ça à chaque fois. Et du coup, on va vous présenter deux livres qui pourraient être très intéressants pour du coup garder un peu tout ça en tête. Donc on vous a montré des techniques très fortes qui ont été mises en avant par Cialdini. Cialdini qui est une personne assez intéressante. Et on vous conseille vraiment ce livre-là. Je crois que vous l'avez vu sur Amazon, là, il doit coûter 9 €, un truc comme ça, c'est pas cher. Du coup, influence et manipulation. Vous allez retrouver donc la rareté, l'autorité, tous ces... La sympathie, la preuve sociale, etc. Ces grands concepts qui ont été mis en lumière par Cialdini. Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il est facile à suivre. Il est assez didactique et assez facile à suivre. Un petit bémol, c'est sur l'ancienneté des exemples. Par contre, il date de 1984, donc effectivement, ça va être des exemples qui datent un peu. Mais bon, il vous permet quand même de comprendre bien ces grands principes. Et c'est vraiment un bouquin fondateur pour tout ce qui est le courant de l'influence. C'est intéressant parce qu'au final, moi je trouve que c'est intemporel. C'est des exemples, vous avez l'exemple de votre boucher, vous avez l'exemple de votre fleuriste, du pizzaiolo qui vient et qui met la main sur votre épaule. Ah oui, vous allez rentrer plus simplement. C'est des exemples qui au final sont transposables au web comme on a essayé de vous les montrer, mais de les comprendre déjà d'une manière très simple, Voilà, c'est mon quotidien, je vais toujours acheter mon pain, donc pour acheter mon pain, il faut qu'il y ait une personne en face de moi qui me le vende. Et juste lui, il veut vous vendre quelque chose de plus. Un deuxième. Ouais, un autre auteur, donc là c'est une psychologue britannique qui s'appelle Nathalie Nahay, qui est spécialiste de l'influence sur le web et qui a elle sorti un bouquin qui pour le coup est très récent, qui ne parle que d'influence et de web, donc sorti en 2017. Là ils viennent de sortir une nouvelle version en 2017 d'ailleurs je crois, donc du coup c'est pas cette couverture là, je crois qu'elle est violette. Celui-là ça doit être la première édition. Malheureusement ce bouquin est en anglais, donc si vous ne lisez pas beaucoup l'anglais, c'est le moment de vous y mettre. Et ça fait du bien de rentrer dans un sujet qui nous passionne, plutôt que de se lancer dans des articles du Times, lourds, compliqués. Donc vraiment ces deux livres-là, pour simplifier un peu tout ce qu'on vous a montré, c'est très intéressant. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. En tant que psychologue, tous les deux, je vous conseillerais de plonger un tout petit peu dans la recherche. Quand vous avez un sujet preuve sociale, tapez preuve sociale dans Google, vous allez trouver des exemples d'expérimentations qui sont flagrantes. Et en fait, toutes les innovations de manipulation qu'on vous a montrées aujourd'hui ont été imaginées par des personnes qui ont juste prêté un tout petit peu de temps à creuser en fait ça, savoir comment on l'a prouvé, comment on l'a réfléchi, quels sont les processus cognitifs qui rentrent en jeu, qu'est-ce que la dissonance cognitive. Toutes ces compréhensions d'éléments très théoriques, très universitaires, une fois que vous les avez un petit peu dans votre vocabulaire, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir différemment et qui vous fait concevoir, réaliser des expériences d'une manière très originale. Donc, si on avait une seule recommandation, c'est prenez ça comme base, mais essayez d'aller un petit peu plus loin, puis renseignez-vous, les nudges, tout ça. C'est des choses qui vont vous faire réfléchir. Et qui, moi, et Quentin aussi, je pense, font réfléchir vraiment au quotidien. Et c'est des choses sur lesquelles nous, on base notre carrière professionnelle, on va dire. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, bonne chance pour essayer d'éviter de vous faire manipuler. Merci.